Que pensez-vous du voyage d'Emmanuel Macron en Europe de l'Est? Nous y voilà. Nous y voilà. J'en pense le plus grand mal. J'en pense le plus grand mal parce que M. Macron a montré à la planète entière, d'abord avec ses frais de maquillage, les 27 000 euros par trimestre de maquillage, il a montré déjà que c'était un dandy. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dit qu'il allait faire un coup médiatique pour essayer de rehausser sa popularité qui s'effondre. Parce qu'il est quand même pas bête, il voit quand même que la popularité s'effondre. Donc il s'est dit, je vais essayer de faire en sorte d'apparaître aux yeux des Français comme le type qui les protège. Au même moment d'ailleurs, il est en train de démolir leur droit du travail. Il faut quand même voir la viciosité du personnage. Au même moment où il est en train de retirer les protections des Français, les protections que le Code du travail apporte aux Français, il va en Europe de l'Est sur le thème « Moi je vais protéger les Français ». Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les travailleurs détachés, vous savez, je vous renvoie, on a publié, donc je l'ai dit tout à l'heure, un très gros dossier, je ne vais pas le paraphraser ici. Les travailleurs détachés, c'est un système qui a été mis en œuvre suite aux traités européens pour mettre concrètement en action ce qui avait été défini dès d'ailleurs le traité de Rome, qui est le principe de la libre circulation des services. Et donc il a été décidé par une directive de 1996, donc 4 ans après Maastricht, qui a créé l'Union européenne et qui a donc renforcé la pression vers cette Europe fédérale. Eh bien, il a été décidé par une directive de 96 que les travailleurs pourraient aller circuler librement à l'intérieur des pays de l'Union européenne et qu'ils seraient payés au minimum, au salaire minimum. Enfin, qu'ils ne pourraient pas être payés moins que le salaire minimum, pour parler précisément. Ils peuvent être payés plus, mais pas moins que le salaire minimum du pays dans lequel ils travaillent. Mais en revanche, les cotisations sociales seraient celles du pays d'origine. Alors ça a permis tous les abus, puisqu'évidemment les cotisations des pays d'origine, que ce soit en Pologne, en Hongrie, en Roumanie, en Bulgarie, etc., sont très inférieures à ce que sont les cotisations en France. En France, c'est un des pays où le coût salarial est le plus cher de l'Europe, après la Belgique, nous sommes le numéro 2, alors que le coût du travail en Pologne ou en Bulgarie est évidemment très très faible. Alors ça, évidemment, ça a fait grimper de façon considérable le nombre de travailleurs détachés à travers toute l'Europe. C'est un phénomène qui a maintenant pris une ampleur considérable. Je crois qu'il y a pratiquement 1 900 000 ou 2 millions de personnes qui sont concernées selon les statistiques officielles. Ça ne tient même pas compte des questions de travail au noir. Et rien qu'en France, il y a, je crois, quelque chose comme 260 000 travailleurs détachés qui occupent des emplois en France. Alors M. Macron, d'un seul coup, a dit que ceci n'allait plus. Et donc qu'il allait tout changer tout ça. Plusieurs remarques. Je suis désolé d'être un petit peu long, mais c'est quand même important. En réalité, ça fait maintenant plusieurs années qu'il y a un problème entre les pays de l'Ouest qui jugent que cette directive 96 était trop libérale et les pays de l'Est qui estiment que ça leur convient. Évidemment, c'est les pays de l'Est qui ça leur bénéficie. Ils ont des travailleurs qui vont gagner de l'argent dans les pays riches et qui ensuite renvoient l'argent dans leur famille. Donc, les pays de l'Ouest, depuis maintenant 2 ans, essaient d'obtenir une modification. Alors, cette modification, on est dans un jeu très délicat. Parce que, de toute façon, le principe de la libre circulation des travailleurs est fixé par les traités. Et on ne pourrait revenir sur ce principe qu'en modifiant les traités, donc à l'unanimité. Donc, ça n'aura pas lieu. Donc, de toute façon, on parle de détails d'application. On ne parle pas du principe. La seule et unique façon qu'il n'y ait plus de travailleurs détachés, la seule et unique façon que la France puisse interdire ce système, c'est de sortir de l'Union européenne. Tout le reste, ce sont des modalités. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on accepte ce principe, les pays de l'Ouest essaient de trouver des modalités pour freiner un mouvement irréversible. Donc, par exemple, les contrats ne doivent pas faire plus de 3 ans. Par exemple, donc, je l'ai dit tout à l'heure, il faut que le salaire soit au moins le salaire minimum dans le pays d'accueil. Et depuis donc plusieurs années, depuis environ au moins 1 an, 2 ans, les pays de l'Ouest ont essayé d'obtenir une révision de cette directive en renforçant un petit peu les modalités d'application. Par exemple, le contrat de détachement, au lieu de 3 ans, devrait faire au plus 2 ans. Il pourrait y avoir également, on ne prendrait plus en compte dans le salaire les frais d'hébergement et de transport. Donc vous voyez, ce sont des choses à la marge pour essayer non pas d'interdire le phénomène, mais d'en calmer l'augmentation. C'est de ça qu'on parle. Alors Macron, alors les affaires étaient en train d'être réglées d'ailleurs,
parce que les pays de l'Ouest ont quand même des moyens de pression sur les pays de l'Est, puisque nous donnons énormément d'argent. Ce sont les fonds dits européens. Je rappelle que la France, elle verse 9 milliards d'euros chaque année de plus qu'elle n'en reçoit. Et parmi les milliards qu'on donne, il y en a qui vont justement dans ces pays. Donc il y a quand même un petit moyen de pression. Mais à contrario, les pays de l'Est, eux, font valoir qu'ils ont eux aussi des moyens de pression. Eux, ils font valoir les textes des traités en disant « Mais attendez, vous n'allez pas remettre en cause le principe des traités ». Et puis ils ont une deuxième chose, c'est par exemple le cas de la Pologne, qui dit « Mais attendez, vos entreprises, notamment les entreprises de distribution françaises, par exemple Carrefour, fait un grand succès en Pologne, donc elles sont bénéficiaires de l'économie polonaise. » Donc c'est un jeu je te tiens, tu me tiens par la barbichette qu'il y a dans cette affaire, et vous avez par derrière beaucoup de pays qui restent un petit peu entre deux chaises, les pays les moins concernés d'ailleurs. Alors Macron, j'en reviens à lui, pour essayer de se prendre de faire croire aux Français qu'il les défendait, a décidé, comme ça, de sa propre initiative, que le projet de révision de la directive qui était sur le feu et qui allait aboutir d'ailleurs ces jours-ci, que ça n'était pas assez. C'est-à-dire, par exemple, au lieu qu'on réduise le contrat de 3 ans à 2 ans, on le réduit à 1 an. C'est se moquer du monde, ça va pas régler le problème. Imaginons qu'il y a un contrat de détachement d'1 an. Qu'est-ce qui empêchera qu'après, il y ait un deuxième contrat d'1 an et un troisième? Vous voyez à quel point tout ça, c'est de la fumisterie. Voilà, ils voulaient renforcer des détails, quoi. C'est des détails. Et M. Macron, comme il voulait faire de la com, a décidé d'y aller lui-même. En faisant cela. Je dis pas que M. Macron est un faisant. M. Macron s'est mis dans une situation très délicate. Très délicate parce que, je le disais tout à l'heure, il n'y a plus de ministre des Affaires étrangères, il n'y a plus de ministre des Affaires européennes, il n'y a plus de secrétaire d'État aux Affaires européennes. Donc exit Jean-Yves Le Drian. D'ailleurs, paraît-il que M. Le Drian voudrait poser sa démission, on le comprend, parce qu'être traité comme moins que rien à ce point, je crois que c'est du jamais vu dans l'histoire du Quai d'Orsay. Exit donc Jean-Yves Le Drian, exit Mme Nathalie Loiseau, exit M. Jean-Baptiste Lemoyne. En fait, M. Macron, le président de la République, s'est comporté, a pris le boulot d'un secrétaire d'État aux Affaires européennes, pour même ne pas dire d'un haut fonctionnaire. Et en fait, il suffit de voir, d'ailleurs, il y a eu un article de Jean Quatremer de Libération, qui est un ultra européiste, qui a fait un article au vitriol contre la démarche de Macron, il y a quelques jours, en soulignant qu'il avait en tout cas tout bousillé. Parce que sur ce truc où il faut avancer comme sur des œufs, où tout le monde est dans une négociation extrêmement tendue, d'un seul coup, il y avait eu des équilibres très fragiles. Alors c'est vrai, la République tchèque avait dit, ou la Roumanie avait dit, bon, on va peut-être faire un petit geste là-dessus. D'un seul coup, Macron veut renverser la table en disant, il faut me donner beaucoup plus. Alors, qu'est-ce qui devait arriver? Ce qui devait arriver est arrivé. C'est-à-dire qu'en fait, il s'est d'abord rendu à Salzbourg, qui est donc dans le Salzkammergut, qui est une des régions d'Autriche. C'est la ville de Mozart. Et là, il a rencontré Christian Kern, le Premier ministre autrichien. Bon, l'Autriche a les mêmes intérêts que la France. Donc l'Autriche, si elle voit la France qui demande plus, il peut dire c'est formidable. Que Macron aille donc monter au créneau face aux pays de l'Est. Nous, on ne peut qu'être d'accord si les autres sont d'accord. Donc lui, M. Christian Kern, l'Autriche n'a rien dit. Elle laisse Macron monter au créneau. Bon. M. Kern avait fait venir auprès de lui Bohuslav Sobotka, qui est le Premier ministre tchèque, et M. Robert Fico, qui est le Premier ministre slovaque. Et l'un et l'autre de ces deux premiers ministres, on dit des mots, oui, on est d'accord pour réviser la directive. Alors aussitôt, vous avez eu la presse, notamment le journal Le Monde, l'Europe de l'Est les pays d'Europe centrale font un geste pour Macron. Macron a obtenu ça. Mais il n'avait rien obtenu du tout. Il n'a rien obtenu du tout. Il a obtenu que le Premier ministre tchèque et le Premier ministre slovaque disent qu'ils étaient d'accord pour une révision de la directive. Mais cette révision était en cours. Elle était en cours. C'est justement cette révision que Macron est en train de faire capoter. Donc, ils ont fait, c'est très diplomatique, c'est très habile, donc ils sont restés dans des généralités, ils étaient favorables à une révision, mais ils n'ont pas dit qu'ils étaient favorables à passer de 2 ans à 1 an, par exemple, la durée du contrat.
Accessoirement, Monsieur Macron, président de la République, chef d'État, s'est retrouvé dans une photo à discuter le bout de gras avec 3 premiers ministres. C'est-à-dire qu'il a abaissé son rang. Normalement, à supposer que M. Macron ait dit on va essayer d'obtenir mieux, ce qu'il devait faire, c'était demander aux fonctionnaires français à la Commission européenne, à la représentation permanente, à nos ambassadeurs dans les pays de l'Est de faire des démarches diplomatiques discrètes. Éventuellement, il demandait à M. Lemoine, le secrétaire d'État aux Affaires européennes, ou à Mme Loiseau, la ministre des délégués aux Affaires européennes, d'aller discrètement essayer d'obtenir des avancées. C'est comme ça que normalement il faut faire les choses. Mais il ne faut pas que lui-même se jette dans l'arène, se mette au niveau de Premier ministre qui l'ont pris de haut. Il s'est ridiculisé. Il n'avait pas besoin de ça. Il avait déjà le coût des 27 000 € de maquillage sur le dos. Et c'est pas tout. Lorsqu'il était à Salzbourg, il a trouvé mieux encore, c'est qu'à un moment, il a parlé des réformes en France, et il a dit, vous vous rendez compte, en France, nous avons, combien avez-vous de taux de chômage en Autriche? Donc le Premier ministre a dit quelque chose comme 5 et quelques. Et Macron a dit, vous vous rendez compte, nous en France, on en a 2 fois plus de taux de chômage, vous vous rendez compte comme on est nul. M. Macron, en faisant ça, a violé un principe absolument essentiel de la diplomatie, qui est que l'on n'évoque jamais, un chef d'État ou de gouvernement, n'évoque jamais, jamais au grand jamais, la situation politique intérieure de son propre pays quand il est à l'étranger. Surtout pour en dire du mal. Que pensez-vous, à votre avis? Quelle est la réaction que peuvent avoir le Premier ministre autrichien, le Premier ministre tchèque, le Premier ministre slovaque lorsqu'ils voient le chef d'État français qui vient se mettre à leur niveau en disant « Vous savez, qu'est-ce qu'on est nul ?» Imaginez, est-ce que vous imaginez par exemple Donald Trump ou le président chinois Xi Jinping venir à Paris et discuter le bout de gras avec Édouard Philippe en disant « Si vous saviez comme on est nul aux États-Unis et en Chine », voilà, les gens ne comprennent pas. Dans la planète entière, les gens ne comprennent pas. Ça n'est pas tout. C'était le début d'une série de gaffes, de bêtises, d'erreurs diplomatiques de débutants. Après cette affaire-là, M. Macron s'est rendu en Roumanie. Alors en Roumanie, il a été reçu par le président roumain qui s'appelle Klaus Iohannis, qui n'est pas un nom roumain d'ailleurs, il fait partie, ses parents étaient de la minorité allemande vivant en Roumanie. Alors il se trouve, bon ça c'est comme ça, il se trouve que M. Macron n'est pas très grand, il a à peu près la même taille que celle de M. Hollande et de M. Sarkozy, décidément. Ils ont loin d'avoir la stature de Charles de Gaulle. Et il se trouve, bon, c'est pas de ta faute, mais il se trouve que Klaus Iohannis, lui, est un géant. Enfin, alors ça a donné cette photo un petit peu rigolote, où on voit Macron qui est là, voilà, face à une force de la nature. Là, ça a été rebolote. C'est-à-dire que le président roumain a dit oui, il était tout à fait d'accord pour une révision de la directive. Alors vous avez eu RFI, Radio France Internationale, vous avez eu Le Monde qui a dit oui, encore un succès de Macron. Mais c'était pas du tout un succès. Klaus Iohannis, au contraire, a envoyé un vent, puisqu'il a dit la seule chose que je ne veux pas qu'on touche, c'est le statut des chauffeurs routiers. Or, il se trouve que, s'agissant de la Roumanie, c'est le sujet, justement. C'est-à-dire que Klaus Iohannis, le président roumain, a dit à Macron, d'accord pour une révision, mais ça tout le monde était d'accord depuis 2 ans, donc ça n'avait rien. En revanche, on pas touche aux chauffeurs routiers. Et Macron, qui s'est fait rouler dans la farine, si j'ai bien compris, aurait vaguement promis de dire, mais à ce moment-là, si vous acceptez ça, on va accélérer la libre circulation, le libre établissement des Roumains, il n'y a plus de visa, etc., etc., etc. Et puis peut-être, on vous prendra plus de migrants que vous ne voulez en accepter. Parce qu'il y a ça derrière, dont personne ne parle. C'est ce qui se tranche, c'est que Macron, semble-t-il, dirait, allez, donnez-nous un petit peu plus de migrants, parce que vous, votre population, n'accepte pas. Donc, nouvelle gifle en Roumanie. Et puis après ça, Macron s'est rendu en Bulgarie. Alors en Bulgarie, là, il a eu affaire à forte personne. Le président bulgare l'a reçu rapidement. Le président bulgare, qui est un ancien pilote de chasse, et qui a d'ailleurs été à la tête de l'armée de l'air et même de l'armée tout court en Bulgarie. Donc lui, quand il s'habille en militaire, c'est du vrai, c'est pas du chiquet comme Macron à Istres. Mais surtout, le président bulgare a fait traiter Macron par son premier ministre.
C'est-à-dire, c'est dingue. Là aussi, c'est comme à Salzbourg, Monsieur Macron a été traité par le Premier ministre et qui s'appelle Boyko Borisov. Alors, Boyko Borisov, il faut voir un peu qui c'est. C'est un type qui a fait sa carrière, comment dirais-je, dans ce qui a été une espèce de gendarme d'élite, qui a été dans plus ou moins lié à la police politique, qui enfin, c'est même pas seulement une force de la nature. Quiconque connaît la Bulgarie, c'est un pays où il y a toutes les mafias. Enfin, c'est quand même le type. Voilà. Boyko Borisov, c'est quelque chose, quoi. C'est un dur. Il a d'ailleurs créé une société de protection des personnalités. Il protège d'ailleurs l'ancien roi Simeon de Bulgarie, l'ancien Todor Zhivkov, l'ancien dirigeant communiste. Donc c'est un type qui est au centre des réseaux policiers et sans doute pas trop loin de la mafia bulgare. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Bulgarie, bon, elle, c'est vraiment le règne des mafias. Alors, face à ça, évidemment, Macron a été un tout petit monsieur face à M. Borisov. M. Borisov a dit la même chose que le Roumain et que les autres d'Europe centrale en disant oui, ils étaient favorables à une révision. Mais laquelle? Celle qui était en cours ou celle que proposait Macron? Rien. D'ailleurs, ils n'ont pas tranché. Il n'y a eu aucun communiqué. Il n'y a eu aucune avancée précise. Ça n'a été que des mots. En fait, Macron s'est fait balader. Mais Macron a fait encore pire. Il a fait encore pire parce que là, en Bulgarie, il s'est permis de critiquer publiquement la Pologne. Alors, il y avait dans cette tournée en Europe de l'Est 2 pays qu'il avait soigneusement évités, c'était la Hongrie et la Pologne. Parce que là, il sait qu'il se serait fait jeter. Mais là, il s'est permis, Macron, de critiquer la Pologne donc de critiquer publiquement, en tant que président de la République française, mais de façon féroce, la Pologne, en disant que les Polonais méritaient mieux que le gouvernement qu'ils avaient, que la Pologne était en train de se mettre comment dirais-je, en marge de l'Europe, des valeurs européennes, etc., etc. Et il a fait pire, puisqu'il a fait ça en Bulgarie, devant le chef des services secrets, là, Borisov. C'est évidemment un impair diplomatique de première magnitude, parce que les Bulgares, évidemment, n'ont aucune envie de se fâcher avec les Polonais. Donc le Bulgare Borisov, il est resté et il savait plus quoi dire, très gêné de cette situation. Mais surtout en Pologne, se faire tancer par le président de la République publiquement, qui plus est depuis la Bulgarie, ça n'a pas passé. C'est alors que la première ministre de Pologne, Madame Beata Szydło, je ne suis pas sûr de bien prononcer, mais je sais que le L barré se prononce W en polonais, donc Madame Beata Szydło a fait une déclaration au vitriol contre Macron. Et là, on est entré dans une crise diplomatique majeure entre la France et la Pologne. Madame Beata Szydło, il faut savoir que c'est une personnalité. Vous savez, les dirigeants des pays d'Europe de l'Est sont des fortes personnalités. Ce sont des gens, c'est pas Macron. Ce sont des gens qui ont été élus à la force du poignet. À la force du poignet tout court, peut-être pour Borisov. Madame Szydło, c'est une femme qui est sortie du peuple, qui est très populaire, et qui a fait sa carrière au sein de ce parti de droite qui s'appelle le PiS, le parti conservateur. Elle a obtenu, lors des élections, des dernières élections, elle a obtenu des scores qui étaient les meilleurs scores de Pologne. C'est une femme populaire. Ça peut plaire ou ne pas plaire à Macron, mais ça, c'est son problème. Normalement, dans la politique internationale, la France, les États reconnaissent les autres États et ne jugent pas les gouvernements. Donc, il y a eu un changement de président de la République et de Premier ministre il n'y a pas très longtemps en Pologne, et Madame Beata Szydło est arrivée. Alors, elle a dit à Macron, elle lui a envoyé dans les gencives un certain nombre de choses, je suis désolé de le dire, mais très bien senties. Elle lui a dit que M. Macron, plutôt que de critiquer la Pologne, ferait déjà mieux de s'occuper du bien-être des Français, et qu'il assure l'économie et la sécurité des Français. Parce que le taux de chômage, effectivement, en Pologne est inférieur à ce qui est en France et la sécurité est supérieure. Et puis par ailleurs, Madame Szydło, la première ministre de Pologne, a signalé un fait absolument irréfutable, c'est qu'elle a dit mais la France c'est pas la France qui dirige l'Europe.
Parce que Macron avait attaqué la Pologne en disant c'est pas la Pologne qui va fixer à l'Europe. Mais elle a répondu c'est pareil pour la France en substance. Et elle a dit la Pologne est membre de est un État membre de l'Union européenne, exactement comme la France. Ce n'est pas la France qui décide, ce sont des décisions collégiales qui sont prises au niveau de la communauté. On en est là. Ça veut dire qu'en fait, M. Macron a fait un voyage épouvantable. C'est-à-dire qu'il a cabré les Polonais, enfin on est en pleine crise diplomatique. Il a indisposé les Roumains et les Bulgares. Il a fait rire sous cap le Tchèque et le Slovaque. Voilà. En Pologne et en Hongrie, M. Macron est désormais tricard. Madame Chilou a dit bon, on comprend qu'il est totalement, c'est un jeune, enfin voilà, il est inexpérimenté, mais il faudrait qu'il fasse attention. Elle l'a pris de haut. Et M. Macron, encore une fois, s'est fait prendre de haut par la première ministre du Pologne. C'est-à-dire que au cours de ce voyage, M. Macron a eu comme interlocuteur des chefs de gouvernement et non pas des présidents de la République. Voilà. Donc la situation, elle est... On en a vu d'autres, comme aurait dit De Gaulle. Mais franchement, cette tournée en Europe de l'Est, vous avez vu d'ailleurs que les médias ont quand même jeté assez rapidement un voile pudique sur cette affaire. En fait, M. Macron a tout faux. Il a insulté la France et les Français depuis Salzbourg, en violation de toutes les règles diplomatiques. Il a insulté les Polonais depuis la Bulgarie, en violation de toutes les règles diplomatiques. En fait, il n'aime pas les Polonais, il n'aime pas les Hongrois, il n'aime pas la façon dont réfléchissent les Français, il n'aime pas non plus les Britanniques qui ont voté pour le Brexit. En fait, M. Macron, il aime qui, d'ailleurs? Il est pourquoi, au fait? En fait, il a un problème, comme tous les euro-atlantistes, avec la démocratie. Il a aussi, et je terminerai par là, un problème avec la culture générale. Je le disais tout à l'heure, il ne savait pas qui était Cassandre. Ça peut s'excuser, mais à ce moment-là, on évite, quand on est président de la République, de faire des références incertaines dont on maîtrise mal tous les symboles. Mais M. Macron, quand il est allé en Europe de l'Est, il est allé en Europe de l'Est en ne sachant pas à qui il parle. Il faut savoir qu'en Europe de l'Est, c'est une mosaïque de pays qui ont une histoire parfois très longue, qui ont parfois une identité nationale très forte. Il y a en particulier 4 pays qui ont une identité nationale particulièrement forte en Europe de l'Est. Un, c'est la République tchèque. Il faut jamais oublier que les Tchèques, c'est une langue spéciale, que la République tchèque se sont opposés à l'Empire, du temps de l'Empire des Habsbourg. C'est à Prague, en 1618, avec la défenestration de Prague, que commence la guerre de 30 ans. Donc il y a une tradition d'irrédentisme, de mauvaise tête, de souveraineté, d'indépendance nationale en République tchèque. Rappelez-vous le printemps de Prague, en 1968. Les Tchèques s'étaient révoltés contre l'ordre soviétique. Le deuxième pays dans le même genre, c'est la Hongrie. La Hongrie qui a une langue très particulière, une langue elle se rattache, je crois, au rameau altaïque, c'est une langue très spécifique qui remonte, semble-t-il, à l'arrivée des Huns et de Attila. Donc la langue hongroise est une langue qui n'a aucun rapport, et les Hongrois sont un peuple très spécifique. Là aussi, les Hongrois avaient tenu tête à l'Empire russe, à l'Empire soviétique. Rappelez-vous la tentative de révolution de 1956. Les Hongrois sont extrêmement jaloux de leur indépendance nationale. Le troisième pays, c'est la Pologne. La Pologne est un pays qui trouve son identité nationale dans l'Église catholique. Même si l'Église catholique est en déclin, c'est encore un des éléments essentiels de l'identité nationale de la Pologne. Et ce pays a été partagé à plusieurs reprises au cours de son histoire par le monde germanique, côté ouest, et par le monde russe, côté est. Et à chaque fois, la Pologne a réussi à s'en sortir. Souvent, d'ailleurs, à partir de Louis XV, notamment en comptant sur l'aide de la France. On se rappelle le tsar, je ne sais plus lequel, je crois que ça devait être plus ou moins Nicolas Ier ou Alexandre II, qui avait été apostrophé par un Français au moment où la Pologne avait disparu de nouveau, en disant « Vive la Pologne, monsieur ». En fait, les Polonais jugent que l'attitude de la France est une trahison à leur égard. Mais les Polonais, rappelez-vous, je citais Prague 1968, je citais Budapest 1956, il faut citer Gdansk 1980. Rappelez-vous que le début de l'effondrement du camp soviétique, ça a été Solidarność, ça a commencé en Pologne. Voilà les États auxquels
Macron se confronte. Et puis le quatrième, qui est un peu différent, c'est la Roumanie. Différent parce que c'est un peuple romain. Enfin, cette partie de l'Europe a été conquise par l'empereur Trajan au début du IIe siècle après Jésus-Christ, donc sous l'Empire romain. Et ce qui a donné la langue romaine, la langue roumaine, qui est une langue d'origine romaine. Il y a beaucoup le roumain ressemble un petit peu au français. On y trouve des mots qui ont la même racine latine. Donc la Roumanie est un isolat aussi au sein des pays de l'Est, avec son côté roumain. Quant à la Bulgarie, je ne le mets pas dans le même sac. La Bulgarie, c'est un autre cas. C'est un pays qui a de Slaves qui ont embrassé l'Église orthodoxe tardivement, avec une église autocéphale à Sofia, une église. Et les Bulgares ont toujours été très très proches des Russes de cette histoire et très opposés à la fois aux Grecs et aux Turcs. Donc les Bulgares sont un peuple qui ne se bat pas. C'est un peuple qui est plutôt soumis, mais qui gère je parle en généralité, mais qui gère son pays comme il l'entend, sous la tutelle étrangère. Donc les Bulgares, l'attitude de tous les dirigeants que M. Macron a rencontrés ou n'a pas rencontrés a été tout à fait conforme à l'histoire de ces différents peuples. Voilà. Excusez-moi d'avoir été un petit peu long, mais je voudrais quand même insister sur ce que je viens de dire. Parce qu'être chef d'État, ça ne s'improvise pas. Un chef d'État, c'est quelqu'un qui doit défendre les intérêts de sa nation, qui doit avoir une excellente connaissance de l'histoire nationale, mais qui doit avoir aussi une bonne connaissance des peuples et des civilisations étrangères. On ne part pas, comme l'a fait M. Macron, dans un état de totale improvisation, avec le sourire Colgate, et puis avec Madame Macron sous le bras, et tout ça avec 27 000 € de maquillage, comme s'ils allaient faire plier des gens qui sont là, qui défendent des pays qui ont une identité nationale vieille de plusieurs centaines d'années, parfois plus d'un millénaire, et qui se sont battus pour recouvrer leur indépendance nationale face à l'Empire soviétique. Alors excusez-moi, mais si les Polonais ont obtenu leur indépendance nationale, les Hongrois de l'Empire soviétique, c'est pas Macron qui va les faire plier.